Chef. Bonjour à tous. On est bien là quand même. Enfin, vous êtes un peu plus au soleil que nous, mais je trouve que c'est... Oui, on va laisser Jacques peut-être passer à l'ombre. Merci beaucoup d'être là. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé d'une circonscription qui serait comme celle du roi René, c'est-à-dire qui irait de l'Anjou jusqu'au royaume des deux Siciles, parce que ça, c'est quand même chouette d'être au bord de la Méditerranée aussi. Mais je salue tout particulièrement les gens qui sont venus de l'Ouest. Beaucoup de choses ont été dites, je ne vais surtout pas répéter, je suis très très largement d'accord avec l'analyse de Jean Perlevade en termes de compétitivité, avec ce qu'a dit Jacques Delplat, j'y reviendrai. Je me suis inspirée de ses travaux dans le rapport dont j'avais la responsabilité au Parlement européen pour pousser cette idée de la dette avec exactement, comme il a dit, ce souci de discipline. Moi, je voudrais revenir plutôt sur des aspects plus européens. La première chose, pour commencer, si on essaie de faire un bilan, il y a eu effectivement donc, cette mauvaise gestion de nos économies qui n'a pas créé la croissance, il y a eu ces promesses indues. Moi, je voudrais vraiment dire une chose. Je crois que l'analyse que nous devons avoir doit être une analyse fine. Vous allez entendre beaucoup de gens qui vont dire, ben voilà, l'Europe n'a pas marché. L'euro n'a pas marché. D'ailleurs, c'est simple, on n'a qu'à en sortir. Ce qui serait une autre paire de manches. Mais moi, j'ai envie de vous inviter à regarder de près qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a des responsabilités qui sont à différents niveaux. Il y en a à Bruxelles. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la manière dont les États membres, et notamment la France, je vais dire très précisément chiffre en main, se sont moqués du système. Notre pays, qui est celui où est né Jean Monnet, celui de Robert Schuman, qui a porté la construction communautaire, a eu vis-à-vis de la zone euro et de la construction européenne un comportement d'une désinvolture qui est absolument inimaginable. La France a le record absolu des informations erronées sur les lois de finances envoyées à Bruxelles. On a fait des études, je ne veux pas venir avec des slides et tout ça, on n'est pas là pour ça, mais il y a eu 12 années successives des programmes envoyés à Bruxelles par la France qui surévaluaient les perspectives de croissance. C'est pas compliqué, comme l'a dit Julien Perlevade, c'est la croissance qui permet d'avoir plus d'impôts et puis de générer de la richesse. Et donc, donc tous les ans, on envoie des perspectives de croissance qui ne tiennent pas la route. Tous les ans, on a envoyé des perspectives de réduction des dépenses publiques qui ne tiennent pas la route, qui n'ont jamais été tenues. Ça a été tenu une fois sur les 12 ans, mais essentiellement à cause d'une manipulation concernant EDF. Donc, et dans les autres États membres, si on regarde bien, je crois qu'on a tous failli. Dans les pays du Sud, ça a été dit, parce que des gouvernements en Grèce, en Italie, les chiffres sont édifiants, ont laissé augmenter les salaires dans la fonction publique, ont laissé augmenter un certain nombre, enfin l'endettement privé dans des proportions qui étaient sans rapport avec la richesse nationale. Mais je crois qu'il faut avoir le courage de dire aussi que la plupart des pays du Nord, y compris l'Allemagne, n'ont pas non plus joué le rôle de vigilance qui était prévu au départ. Le Conseil des ministres était censé tous les ans se prononcer sur la base de recommandations de la Commission. Je l'ai vécu quand j'étais auprès de M. Prodi, de manière particulièrement aiguë, puisque c'est en 2003 que la France et l'Allemagne se sont affranchis de leurs propres obligations. Mais au-delà de ça, au-delà de cet épisode-là, quand on pense que l'opinion publique allemande avait été rassurée pour laisser le Deutschmark par des paroles du type « le déficit, ça sera 3,0 », et que les gouvernements allemands successifs n'ont jamais permis qu'il y ait un instrument de mesure de ce qu'il y avait non seulement après la virgule, mais même avant la virgule, puisqu'on n'a jamais donné les pouvoirs à Eurostat, qui est l'espèce d'INSEE européen. Donc voilà, tout ça pour dire quand même, en préliminaire, il y a des erreurs qui ont pu être faites à la Commission, il y a des erreurs qui ont été faites au niveau européen. On peut toujours critiquer, mais attention, des acteurs importants de ce jeu étaient censés être les États membres, non pas dans leur intérêt soi-disant national à très courte vue, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire essayer de tricher, Et là, je suis d'accord avec Jacques Delplat qui disait bien que le pacte de stabilité prévoyait cette souplesse. L'idée, c'est qu'on se donne comme objectif à peu près l'équilibre pour que dans les périodes de vache maigre, on ait une petite marge de 3%. Et moi, ça me rappelle mes enfants, si vous leur dites « tu rentres à minuit, minuit et quart », ils commencent à prendre minuit et quart comme la base de négociation pour le retour. Et donc là, on a eu des discussions avec un certain nombre de partenaires qui considèrent que moins 3 est l'objectif et que donc il faudrait s'accorder quelque chose en dessous. Alors, quelles sont les perspectives ? D'abord, à très court terme, remettre de l'ordre. Ça, c'est clair, notamment en France. Ça a été dit, je n'y reviendrai pas. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'addiction, de dépendance à la dépense publique. Et comme cela a été dit, je crois qu'il faudra jouer notamment sur la qualité des recettes
de manière à dégager des marges qui permettent aux entreprises de redémarrer, mais on ne pourra pas augmenter la dépense et ça ne sera pas facile non plus de diminuer à court terme la pression fiscale. Mais on peut jouer sur la qualité. Et tous les États membres doivent faire ce genre d'efforts et des efforts en termes de compétitivité. Pour mettre une petite note d'espoir, quand on dit que la France a perdu sa compétitivité, etc., n'oubliez pas qu'il y a une dizaine d'années, c'est l'Allemagne qui avait de très sérieux problèmes de compétitivité. Et que, à la suite de mesures très ciblées, que François Bayrou d'ailleurs rappelle dans son livre, la question du Standort Deutschland, c'est-à-dire l'Allemagne comme lieu de production, est devenue un des thèmes majeurs de la vie politique allemande. En France, on ne s'en est pas aperçu. Et la compétitivité a été restaurée. Donc n'oubliez pas qu'il y a des cycles en économie et qu'il ne faut pas non plus penser que la situation actuelle est absolument impossible à régler. Guy Verhofstadt sera là demain, je crois. J'ai l'honneur de travailler avec lui au Parlement européen. Lorsqu'il a été ministre du budget en Belgique, ils ont également opéré un redressement assez spectaculaire. Deuxième chose qu'on a essayé de faire au Parlement européen, c'est qu'on a eu la charge, grâce au traité de Lisbonne, de changer les règles du pacte de stabilité. Et c'est un exercice qui a duré une année, dans lequel nous avons fait une bataille énorme, parce que c'est de la codécision. Nous étions 6 rapporteurs du Parlement européen, travaillant sur des propositions faites par la Commission européenne, et nous avions le Conseil en face. Et ça, c'était édifiant comme expérience. Quand je vous ai dit au début qu'il y avait quand même une part de responsabilité dans les États membres, c'est que encore ces dernières semaines, encore ces derniers jours, puisque le Conseil ECOFIN a fini par lâcher sur un certain nombre de demandes du Parlement, hier après-midi à Wrocław. Donc on devrait avoir un vote sur un système qui n'est pas parfait, comme l'a dit Jacques, on peut toujours rêver mieux, mais qui en tout cas introduit un certain nombre de modifications. Et quelles étaient les choses que, encore ces dernières semaines, le gouvernement français, par exemple, refusait? C'était que lorsque la Commission détecte un dérapage dans un État membre, on ne puisse pas faire du marchandage pour éviter que cela apparaisse au grand public. Voilà quelle était la bataille intéressante de ces dernières semaines de la part de notre gouvernement. Et les Allemands, eux, n'étaient pas en reste et se sont battus pour qu'on évite de regarder la situation macroéconomique de leur pays, parce qu'il est vrai qu'ils dégagent des surplus qu'ils considèrent comme étant le fruit de leur mérite. Et on ne va pas empêcher les Allemands d'exporter ou d'avoir une balance positive. Simplement, il faut admettre que dans un jeu collectif, ce type d'excédent peut avoir une incidence sur la situation des autres. Et notamment, c'est tout simple. Le fait que les pays du Sud se soient beaucoup endettés a été nourri par le fait que l'Allemagne dégageait des capitaux chaque année en raison de son enrichissement par ses exportations, et que malheureusement, au lieu de vérifier qu'on investissait cet argent de manière productive, on l'a laissé filer dans le sud de l'Europe de manière improductive. Donc ça a été une énorme bataille. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Donc un renforcement de la discipline. 2, l'idée que maintenant on va regarder toute l'économie. On a essayé de tirer parti de la leçon de l'Espagne ou de l'Irlande. Les bulles immobilières, l'endettement privé, c'est pas génial non plus. Et troisièmement, une chose qui me tenait beaucoup à cœur et pour laquelle je me suis beaucoup battue, c'est qu'en cas de désaccord entre la Commission et les États, le débat ait lieu dans l'endroit où il doit avoir lieu, qui est le Parlement européen. C'est-à-dire que la Commission peut se tromper. On peut souhaiter que ces analyses deviennent plus automatiquement la ligne européenne, mais il faut aussi prévoir qu'un État puisse ne pas être d'accord, et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un débat. On ne sortira pas de toute façon de la crise actuelle et le besoin de gouvernance qu'on a aujourd'hui sans un débat. Il n'y a pas la vérité et l'erreur, il y a des choix politiques au sens le plus noble du terme à opérer, des choix qui sont économiques et des choix sociaux aussi. Donc nous avons mené cette bataille pour qu'effectivement il puisse y avoir un rôle plus important pour le Parlement européen dans la surveillance mutuelle. Alors je répète simplement, parce qu'il ne s'agit pas de triompher, que toutes ces règles-là sont plutôt des règles de moyen terme. Nous n'étions malheureusement pas associés à la gestion de crise. Et je crois que c'est une grave erreur qu'ont commise nos États de ne pas du tout associer le Parlement européen à la gestion de crise, de recourir à 17 ratifications nationales pour séparer. En plus, on en parlait avec Jean Arthuis dans l'avion. On pourrait imaginer de faire travailler beaucoup plus les parlements nationaux et le Parlement européen ensemble. Il ne s'agit pas de déposséder les parlements nationaux, mais il s'agit d'agir suffisamment vite. Le temps que nous mettons en ce moment à ratifier des décisions qui ont été prises au mois de juillet laisse au marché, qui encore une fois, je suis d'accord avec Jacques, ne sont pas que des spéculateurs fous, mais aussi des investisseurs qui ont la responsabilité de fonds de pension ou de votre argent en tant qu'assureur, la possibilité de flotter dans un espèce d'entre-deux. Moyennant quoi la BCE est obligée de jouer un rôle dont il n'était pas prévu qu'elle le joua. Et on est donc dans une situation qui est extrêmement dommageable. Et là encore, il y a besoin à moyen terme de renforcer la gouvernance. Donc
cet ensemble de règles pour lesquelles nous sommes battus, moi je suis fière d'avoir fait ce combat. Je tiens à vous dire que c'est vraiment le groupe ALDE qui s'est opposé à la fois des socialistes qui voulaient laisser filer complètement les dettes et les déficits, et des PPE qui, eux, par contre, auraient été assez prompts à obéir à Mme Merkel et à M. Sarkozy vers le mois de mai-juin. Donc on a tenu tête, et je suis très contente qu'on l'ait fait parce que le texte est un peu meilleur que ce qu'il était avant. Mais encore une fois, pas de triomphe. C'est très très loin d'être ce dont l'Europe a besoin en ce moment. Donc il va falloir entrer dans une nouvelle phase dans laquelle il va falloir, à mon sens, alors ça c'est ma conviction profonde, je vais peut-être surprendre Jacques Delplat qui pense que je suis une fédéraliste dingue, mais je crois qu'il faut d'abord, pendant 2-3 ans, absolument utiliser tout le potentiel des traités existants. Il faut peut-être lancer un exercice de révision des traités, mais il ne faut surtout pas renvoyer à un demain hypothétique un certain nombre de décisions. Il y a déjà dans les traités, je pense, des choses très utiles. Je pense par exemple à des dispositions qui permettent à la BCE de prendre en main la supervision bancaire si c'est nécessaire. C'était prévu depuis le traité de Maastricht. On est seulement arrivé à créer une autorité bancaire européenne il y a 1 an. Et je crois qu'il faudrait passer pour la zone euro, en tout cas, à quelque chose de beaucoup plus radical. Pas la peine de vous parler de ce qui s'est passé au propos des banques ces derniers temps. Deuxième chose qu'on peut faire, la représentation externe de la zone euro est également prévue par les traités. La représentation unifiée de la zone euro à l'extérieur. Troisième chose qu'on peut faire, c'est des choses toutes simples. C'est, comme je l'ai dit, ce dialogue économique au Parlement européen qui n'était pas prévu par les traités, mais qu'on peut mettre en place si tout le monde joue le jeu. Et c'est là que je reviens à ma première remarque. Le problème, c'est de savoir si les États membres jouent le jeu. Est-ce qu'on accepte que nous avons des choses à nous dire, qu'une décision soi-disant italienne d'appliquer ou de ne pas appliquer, de pas prendre ou ne pas prendre les mesures que le gouvernement italien a promises à la Banque centrale qui achète en ce moment des bons italiens, est-ce que ce refus démagogique d'une partie de la classe politique italienne, nous pouvons l'accepter au nom de la souveraineté italienne? Non, parce que c'est l'avenir de notre monnaie, c'est l'avenir de notre économie qui est en jeu. Et c'est même l'avenir de l'Union européenne. De même, je crois qu'il est important que nos partenaires puissent de temps en temps venir voir ce qui se passe chez nous. Et on ne peut pas laisser les Finlandais demander tout seuls des garanties bilatérales à la Grèce dans un système commun, etc. Donc le besoin de se parler par-dessus les frontières est évident. Le besoin de légitimation démocratique aussi. On ne va pas arriver à des miracles dès demain matin, mais il y a un Parlement, il est là, il est décidé à travailler. Et je crois que ça doit être le lieu dans lequel on se parle par-delà les frontières. Je conclus en disant que donc à terme, il faudra sans doute aller plus loin. Il y a beaucoup d'idées qui ont été évoquées. Jean-Claude Trichet a parlé d'un ministre des Finances européen. D'autres ont parlé cet été d'un gouvernement. Je termine là-dessus. La notion de gouvernement de la zone euro qui serait le Conseil européen se réunissant 2 fois par an, ne rendant des comptes à personne, n'étant contrôlé par personne, c'est une blague. Et c'est une mauvaise blague. Car d'un côté, cela crée des attentes, aussi bien chez les citoyens qui ont envie d'avoir des jobs, qui n'ont pas envie de rester dans la galère dans laquelle on est, et les marchés qui ont envie de pouvoir anticiper l'avenir de la zone euro. Et d'autre part, ces attentes risquent soit d'être insatisfaites, soit pire, si elles étaient satisfaites, parce que ce pseudo-gouvernement prenait des décisions, on aurait du ressentiment qui monterait en Europe. Moi, je suis préoccupée de ça. Il faut que nous remettions du débat démocratique, du respect mutuel. Oui, il y a des économies qui marchent mieux. Oui, il y a des pays plus sérieux que d'autres. Oui, il y a des pays plus peuplés que d'autres. Mais l'Union européenne, c'était quand même aussi un principe de respect mutuel. Et il faut pouvoir se dire les choses, et même assez durement quand c'est nécessaire, mais il ne faut humilier aucun des partenaires et croire que Paris et Berlin peuvent décider pour tout le monde. Je suis très préoccupée de voir des collègues extrêmement pro-européens du Parlement, de nationalité autrichienne ou espagnole ou italienne, vivre très mal la tentative de prise en main par la France et l'Allemagne telle qu'elle est faite. Je ne dis pas que la France et l'Allemagne n'ont pas des responsabilités à exercer, je dis simplement que le communautaire devrait permettre d'amortir un petit peu ce qui est souvent perçu par un diktat. Cette semaine, je me suis un peu énervée dans l'Express. Je pense que la première chose à faire, c'est de se débarrasser de M. Barroso, parce que les gouvernements justifient le fait qu'on ne peut plus compter sur la Commission après avoir affaibli la Commission. Donc il n'y a aucune raison de garder M. Barroso à la tête de la Commission. Dans n'importe quel cabinet de conseil en gestion de crise, on conseille en général
de décapiter un peu l'état-major pour donner confiance. Pour ma part, je pense qu'il serait temps que la Commission européenne ait un président qui incarne la culture de stabilité que nous étions censés avoir tous acceptée. Je n'aurais personnellement aucune objection, même s'il ne faut pas le choisir sur sa nationalité, à ce que ce soit un Allemand. Le dernier président de la Commission allemand était M. Hallstein au début des années 60. Je crois qu'il faut remettre de l'ordre, qu'il faut donner le signal que la zone euro va continuer, mais qu'elle va continuer sur d'autres bases, qui sont des bases de jeu collectif, de respect mutuel, et que dans ce pays-ci tout particulièrement, il va falloir faire un peu plus pour l'Europe que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est une question de crédibilité. Et de la part du pays qui prétend conserver le siège du Parlement européen sur son sol, un peu plus de respect pour ce Parlement ne ferait pas de mal non plus. Merci.